Je pense que d'abord les problèmes brûlants sont intéressants. Les situations de crise sont très révélatrices. Nous sommes lundi 6 avril, il est 14h15, presque 14h20. Nous sommes dans votre bureau au Collège de France, Pierre Bourdieu. Dehors les marronniers en fleurs, presque en fleurs. Il pleut aujourd'hui. Il y a 2 caméras, Jean-Louis Jean, un ingénieur du son, le réalisateur Don. J'ai passé plusieurs semaines à essayer de lire et de relire certains de vos textes. Ce serait mentir que de dire que j'ai tout lu. En tout cas, j'ai pas mal relu pour pouvoir tenter de faire avec vous votre propre itinéraire et de dégager les enjeux de votre travail. Et d'abord une question. Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel ». Oui, c'est un très bon ami à moi qui s'appelle Paris Clavel, qui est l'auteur de la couverture de La misère du monde, et qui m'a envoyé ça à l'occasion de la Noël. Et comme j'ai trouvé ça assez sympathique, je l'ai laissé derrière moi. Voilà. Il fait beaucoup de choses parodiques, comme ça, que j'aime bien. Enfin, ça vous va bien, non? C'est presque un slogan, joyeux bordel. Un petit peu. Oui, enfin, oui, je vous aimeriez bien que la société soit un peu moins attentiste? Oui, je pense un petit peu plus agitée, un petit peu plus troublée et troublante, un peu moins monotone, un peu moins bureaucratique, oui, je pense. Mais il ne faut pas trop le dire, surtout ici. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sérieux, un lieu du savoir. Enfin, le Collège de France a une grande tradition, il a une devise, il est censé tout enseigner très très sérieusement. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui comprendraient, qui comprennent cette posture, mais je pense aussi que beaucoup de gens ont du mal à associer à l'idée de savoir, de connaissance, enfin l'idée de bordel, de désordre. Alors que moi je pense toute science naissante, comme la sociologie, est, comme on dit parfois, bordélique. Enfin, elle chahute elle chahute surtout les cerveaux, elle chahute les structures mentales, elle chahute les manières de penser, et c'est pourquoi je crois qu'elle fait peur. Alors on la décrit souvent comme terroriste, parce qu'elle terrorise un petit peu, hélas, elle n'a pas les moyens de terroriser vraiment, elle terrorise un petit peu les terroristes, voilà. Enfin, en tout cas, elle s'y efforce parfois. Mais je pense que cette définition, oui, me plairait assez. La science du bordel? Oui, enfin, oui, non, la science... l'idée de science est très bizarre, enfin, je l'invoque souvent, hein, et on me dit souvent que cette idée fait peur. Bon, et je pense que l'idée de science sociale a quelque chose de terrifiant pour beaucoup de gens. On associe science à rigueur, à rigorisme, à terrorisme, à stalinisme. Enfin bon, l'enchaînement est facile et beaucoup de gens se laissent porter. Alors qu'en fait, il y a une gaie science. Enfin, il y a une science, c'est pas la peine d'aller chercher Nietzsche, enfin, ou Vico. Enfin, il y a une gaie science, un gaie savoir. Et je pense que la sociologie est en fait un gai savoir, même s'il rapporte, comme un chien rapporte, enfin même s'il rapporte des choses très tristes. Enfin, bon, je pense que, en tout cas, ma façon de concevoir la sociologie n'est pas triste du tout. Et je m'étonne souvent, enfin il m'arrive en écrivant certaines choses, de penser que c'est très triste que ce soit comme ça. Bon, il m'arrive cette phrase de l'Ecclésiaste qui accroît sa science, accroît sa douleur. Il y a aussi une très belle phrase de Descartes qui dit à peu près la même chose, de manière plus compliquée. C'est vrai que devant certaines relations statistiques, par exemple, entre les origines sociales, les opinions politiques, ou entre... Enfin bon, j'éprouve une certaine tristesse, surtout en particulier, enfin, quand il s'agit d'intellectuels, dont je pense qu'ils devraient se servir de leur intelligence pour se libérer des déterminismes.
Alors que s'il m'arrive d'être... Oui, c'est vrai, si je suis particulièrement sévère pour les intellectuels, c'est parce que je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions pour échapper aux déterminismes sociaux. Mais ils auraient les moyens. Bon. Mais comme ils mettent un point d'honneur à les ignorer, à les dénier, à cracher sur la sociologie, enfin, j'ai pas d'autre mot, il suffit de dire sociologie, aussitôt les intellectuels sortent le revolver, philosophes, poètes, écrivains, enfin. Bon, comme ils passent le temps à les dénier, ils en sont victimes. Bon, je pense que c'est une méchanceté que j'aime dire parce qu'elle est vraie. La propriété majeure des intellectuels, c'est l'illusion de la liberté à l'égard des déterminismes sociaux qui fait qu'ils sont d'une certaine façon particulièrement soumis à ces déterminismes. Voilà. Alors quand le sociologue arrive avec ses instruments de connaissance, qui sont quand même assez puissants, et qu'il porte au jour des nécessités, les lois de la reproduction scolaire, enfin, etc., des choses comme ça, c'est un peu insupportable, et on lui en veut. Alors on aurait envie de tuer le messager en oubliant que lui aussi, parfois, est malheureux de porter ce message. Donc c'est pas toujours agréable d'être le prophète de malheur, l'annonciateur des mauvaises nouvelles. Bon, et voilà. Alors on sait que vous vous défiez de la télévision, Pierre Bourdieu. Je me suis engagée avec vous à ne rien couper dans cette émission. Dans notre jargon, ça s'appelle le faux direct. D'ailleurs, généralement, on ne coupe rien. Mais ce n'est pas par hasard si vous publiez ces jours-ci Contre-feu, ainsi qu'un livre qui s'intitule Le décembre des intellectuels français. Êtes-vous un intellectuel qui pensait le monde et essayait de démonter les mécanismes qui nous font ce que nous sommes dans le monde, généralement trop passifs, si j'ai bien compris la plupart de vos travaux, ou êtes-vous un intellectuel qui, au fur et à mesure qu'il vieillit, voudrait transformer le monde et passer à un stade supérieur? Oui, la question est très pertinente. Je me suis longtemps imposé de respecter la frontière que je considérais être imposée, la frontière qui a été énoncée par Max Weber. On parle toujours de neutralité axiologique. Bon, c'est un concept un petit peu hérissé, qui dit une chose très simple. Il faut éviter les jugements de valeur. Bon, il faut faire des constats. Bon. Et puis, peu à peu, enfin, entraîné par mon travail et aussi par les circonstances, parce que si le sociologue était tout seul, il pourrait se taire, mais quand il voit tant de gens qui parlent alors qu'ils en savent moins que lui, il lui arrive d'être impatient et de dire « mais je vais quand même dire mon mot ». Bon, j'ai été amené à prendre position sur des problèmes qui, dans une certaine mesure, sont de mon ressort, du ressort de ma discipline. Actuellement, on n'a Dieu que pour l'économie, enfin, et le moindre économiste... Et l'économie libérale. Et l'économie libérale, bien sûr. Ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire l'économie libérale. Donc, et le moindre économiste est écouté comme un devin ou comme un prophète. Bon. Donc il m'est apparu qu'il était important que la sociologie dise son mot lorsqu'elle a quelque chose de vraiment important à dire. Alors l'exemple de la télévision s'impose. Ce n'est pas un domaine dans lequel je suis spécialiste, mais je travaille avec des spécialistes et j'ai des instruments de pensée, me semble-t-il, qui, armés de ce que les spécialistes qui ont fait des interviews, des entretiens, des enquêtes, des statistiques, etc., armés de ces savoirs-là, ces instruments de pensée me permettent de dire un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du constat désagréable. Alors ce qui est très étonnant, c'est que il y a beaucoup de sujets comme ça, enfin tout ce qui touche en gros aux intellectuels au sens très large, bon, les constats sont perçus immédiatement comme des jugements de valeur. Bon. Et on dit il fait un pamphlet. Bon. Bon, quand je dis, je sais pas, je ne vais pas raconter mon livre, enfin, il y a toute une série de propositions qui... Non, mais on en vient effectivement à la définition d'un intellectuel aujourd'hui en 98. Il y a des intellectuels qui se commettent, dites-vous, dans des scènes médiatiques et qui ont comme par hasard le même discours de répétition et d'invocation. Et il y en a d'autres qui généralement se taisent et qui tentent d'agir. Ceux-là ne sont pas forcément relayés. Oui, alors qui se
thèse. Enfin, bon, il y a toutes sortes d'intellectuels. Il faudrait s'entendre sur le mot. Enfin, il y a toutes sortes de producteurs intellectuels, enfin, de gens qui travaillent sur les concepts, sur les idées, sur la connaissance, etc. Bon. Ces gens-là sont d'une espèce très diverse. Enfin, bon, il y a toutes sortes de gens. Alors, le sociologue a une particularité, c'est qu'il est à plein temps dans le monde social. Bon, en tout cas, s'il fait son métier, enfin, bon, il n'a pas trop de 24 heures enfin, pour lire les revues scientifiques, le plus souvent en langue étrangère, se tenir au courant des techniques statistiques, ce qui est très 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 compliqué, se tenir au courant des progrès conceptuels, ce qui est aussi très compliqué. Et puis rencontrer les gens. Oui, j'y viens. Bon, c'est important, c'est aussi ce que je viens de dire, parce que rencontrer les gens avec un magnétophone, bon, si je me permets de le dire, tout le monde peut le faire, mais rencontrer des gens avec un appareillage, des lunettes, enfin, bon, des télescopes, des microscopes, etc., qui permettent de voir, bon, ça suppose qu'on polisse les verres de lunettes, qu'on travaille. Bon. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. C'est un métier qui demande tout ce que demande un métier traditionnel de philosophe. Bon, il faut lire des textes difficiles, etc. Bon, etc. Bon. Et par ailleurs, il faut être capable de faire un entretien, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est pas chose facile. L'entretien le plus réussi n'est pas nécessairement celui où le meneur de l'entretien prend tout le temps la parole, coupe la parole de son interlocuteur, fait le malin, etc. C'est un entretien dans lequel c'est une situation dans laquelle le responsable du dialogue, enfin, organise en quelque sorte le dialogue, souvent à l'insu de la personne interrogée, de telle manière que quelque chose comme de la vérité puisse sortir. Bon. Alors c'est souvent par des silences au bon moment, c'est souvent par des approbations au bon moment, etc. Alors toutes ces choses ne sont pas à la portée du premier venu. Ça, je pense, je le dis avec beaucoup de fierté. Enfin, la sociologie, c'est pas de moi que je parle. La sociologie est un métier très sophistiqué, qui est très long à acquérir, parce que c'est moins codifié, c'est pas comme les mathématiques, on peut être génial à 20 ans, parce qu'en grande partie, enfin c'est déjà dit dans Leibniz, enfin en grande partie c'est tellement formalisé, enfin je pense, c'est une explication, que ça peut s'écrire de manière relativement rapide. Chez nous, les choses essentielles sont floues, ne sont pas encore constituées, les concepts sont élastiques, enfin bon, etc. Et du même coup, c'est très long à acquérir, et on devient un bon sociologue autour de 50 ans, à condition d'avoir très bien travaillé. Il y en a qui atteignent le stade ultime de l'humanité sans avoir jamais... tout le monde, tous les porteurs du nom de sociologue ne sont pas pour moi des sociologues. Mais le sociologue digne de ce nom est quelqu'un qui a un métier très difficile et qu'il exerce tout le temps. Bon. Et du même coup, il a une espèce d'impatience, d'énervement, lorsqu'il voit des amateurs parler à tort et à travers sur son terrain, saccager les terrains. Alors ça, je pense, c'est une des choses très très douloureuses pour nous. Il y a des sociologues qui saccagent des terrains, qui vont faire des enquêtes sauvages, mal préparées, mal travaillées, etc. Ce qui fait que quand on vient après, on a beaucoup de mal. Mais il y a aussi toutes sortes de gens, des essayistes, des journalistes, etc., qui croient qu'il suffit de se présenter, de mettre un magnétophone ou une caméra, d'enregistrer. Bon, la fiction de l'enregistrement, enfin, est quelque chose d'absolument tragique. Enfin, la sociologie n'a rien. Enfin, il y a une part d'enregistrement, bien sûr. Mais c'est un enregistrement construit. Alors, et ce travail de construction est terriblement difficile parce que il faut le faire contre des préconstructions et qui sont dans la tête du sociologue lui-même, dans la tête des gens qui le lisent. Enfin, bon, alors à supposer qu'on arrive à faire ce travail, le travail n'est pas fini. Bon, la sociologie est une science, je pense, très ésotérique, très très difficile, dure à faire, dure à transmettre, et qui a l'air facile. Bon. Ce qui fait que tout le monde peut dire son avis, mais voyons, ce truc, la noblesse d'État, bon, c'est un livre, c'est 10 ans de travail, c'est 100 000 questionnaires, c'est tous les élèves de toutes les grandes écoles, etc., des difficultés énormes. Oui, des tableaux statistiques écrasants, oui, hyper compliqués. Bon, c'est un livre que j'ai abandonné 2 fois en pensant que je n'étais pas à la hauteur de l'objet, que j'étais dépassé, que je ne savais pas, etc. Bon. Et j'arrive au bout et je reçois un coup de téléphone d'une chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, qui me dit voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à une émission Monsieur un tel, président de la
l'amicale des anciens élèves des grandes écoles sera pour, et vous serez contre. C'est effrayant. Alors quand j'ai dit, mais écoutez, c'est pas sérieux, c'est moi qui avais l'air arrogant, magistral, professoral, mandarinal, enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que la situation est difficile. Enfin, vous savez, les scientifiques distinguent les sciences dures, les sciences molles. Enfin bon, alors on range la sociologie que les sciences molles, bien sûr, comme l'histoire, comme la philosophie, etc. Moi, je pense que nous avons beaucoup de propriétés des sciences dures. Enfin, nous sommes très vérifiables, on peut nous contester, on peut nous démolir avec des chiffres, etc. Et en même temps, bon, nous sommes constamment affrontés à des gens qui sont heureux dans le mou. Voilà. Oui, mais en même temps, vous semez le trouble à dessein, parce que vous êtes devenu tellement expert de ces mœurs spécialisées, par exemple les journalistes, que ce n'est pas par hasard, par exemple, que vous faites un énorme livre avec un titre très accrocheur, entre guillemets, journalistiquement, qui s'appelle La misère du monde, en vous disant c'est tellement gros que personne ne va le lire parmi les gens des journaux. Et puis un livre sur la télévision tellement petit que vous dites tous les journalistes sont tellement paresseux qu'ils vont le lire, mais ils ne pourront pas en parler parce qu'on dit de mal d'eux. Donc là aussi, vous jouez beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, je pense que c'est une des choses qui énerve beaucoup les gens qui ne m'aiment pas. Vous êtes un rusé. Voilà, je l'assume. Non, je pense. Sinon, je n'aurais pas survécu, je peux vous dire. Enfin, c'est assez simple, la réponse est simple. Je crois que ce qui énerve beaucoup de gens, c'est que je survive avec ce que... Non, ça a l'air très, très arrogant, mais c'est vrai. Je pense que pour avancer un certain nombre de choses risquées sur le monde social, il faut être très prudent. Bon, voilà, hein. Sinon, on va au casse-pipe. Enfin, on fait de l'utopisme, du volontarisme. C'est pareil en politique, d'ailleurs. Bon, mais il y a prudence et prudence. Alors, je pense que moi, c'est ma philosophie. Et plus je vieillis, plus je me sens poussé au crime. Enfin, bon, c'est-à-dire que je transgresse des lignes que je m'étais interdit de transgresser parce que peut-être je me sens plus autorisé, pas tellement par les consécrations universitaires, pas même par les consécrations comme ça sociales des collègues, etc. Par le fait que ça marche, enfin, que de plus en plus de choses qui me paraissaient inintelligibles deviennent inintelligibles, que de plus en plus de gens travaillant dans la même logique avec les instruments que j'ai produits, que j'ai contribué à produire, de plus en plus de gens trouvent de plus en plus de choses. Enfin, je pense que nous avons fait collectivement en France, en sociologie, depuis les années 50, des progrès fantastiques. Enfin, au point que, oui, absolument fantastique. La sociologie est totalement transformée. Le numéro de l'acte de la recherche, celui-là, les Russes de la raison impérialiste, qui est vous dénoncez justement le corps à corps avec certains mots que nous utilisons et que nous invoquons toute la journée. Sans en connaître justement les significations. Un travail comme ça était absolument impensable il y a 50 ans. Enfin, Luc Boltanski avait écrit un papier dans un livre, un excellent livre sur les cadres. Il avait écrit un papier qui s'appelait America, America, où il montrait comment toute la société française était happée, les voyages aux États-Unis. Bon, et les sociologues en participaient. Il y avait une espèce dans les années 50, le voyage initiatique, c'était Heidelberg pour aller lire Heidegger aux archives Husserl de Louvain. Et dans les années 60-70, tous les sociologues allaient faire leur petite virée aux États-Unis, d'où ils revenaient consacrés sociologues. Bon, en fait, ils ramenaient quoi, des stéréotypes, des idées reçues, des faux concepts, souvent importés d'Europe, réimportés aux États-Unis, dégriffés, enfin des concepts européens dégriffés, quoi. Bon, c'est un petit peu méchant. Quelques techniques statistiques. Dégriffé, c'est mieux que soldé, hein. C'est plus chic. Oui, c'est plus chic. Mais enfin bon, ils avaient quand même des choses. Moi, j'ai beaucoup pris chez eux. D'ailleurs, dans mes footnotes, enfin dans mes notes à bas de page, il y a beaucoup de choses américaines. J'ai jamais eu cette vision bêtement anti-américaine. Mais ils avaient du capital technique. Bon. Cela dit, pas grand-chose d'important. Bon, et je pense que nous avons fait une avancée inouïe, en grande partie, d'ailleurs en renouant avec la tradition européenne. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis très vigilant sur l'empire et l'emprise américaine en matière de culture, de cinéma, etc., etc. Bon, je pense que nous avons un capital historique, c'est pas des purs réflexes corporatistes, nationalistes, comme on aime le dire. Nous avons un formidable capital
technique, critique, historique. Oui, mais qu'on utilise de moins en moins. Voilà, c'est ce que vous démontrez à travers tous vos livres. Voilà. Alors pourquoi? Et est-ce que finalement la portée de votre travail, de plus en plus, ne s'achemine-t-elle pas vers un travail existentiel? Oui. C'est-à-dire que vous avez toujours beaucoup réfléchi sur vous, et ça m'est apparu de manière très très claire. Un bon sociologue, vous l'avez dit, c'est un scientifique, mais c'est aussi quelqu'un qui se confronte avec soi-même. Mais à quoi sert ce savoir que vous avez accumulé et dont vous êtes maintenant devenu presque le maître des assemblages sociaux? Oui, enfin, je pense que il y a des formidables usages, enfin, et c'est pour ça que je suis très fâché contre les gens qui disent du mal de la sociologie. D'ailleurs, deux jeunes femmes que j'admire beaucoup, Francine Muel-Dreyfus et Gisèle Sapiro, préparent un texte, soit un article, soit un livre, sur la haine de la sociologie. Bon, elles pistent, enfin, c'est toujours l'extrême droite, l'antisémitisme, l'antisociologie, ça va de pair, enfin bref, pour la bonne raison, entre autres, que la plupart des fondateurs de la sociologie étaient juifs. Bon, et la sociologie est une science paria, qui est traitée comme sont traités les parias, et par les intellectuels. C'est pour ça que les intellectuels antisociologues, enfin, et Dieu sait qu'il y en a, m'énervent beaucoup, parce que d'abord ils ont un réflexe raciste, il n'y a pas autre mot, c'est un fait global, a priori, etc. Et ce réflexe raciste contribue à priver ceux qui en ont besoin de ce que la sociologie peut apporter, parce que je pense qu'elle peut apporter. Enfin, si je me fais comme ça véhément, je pense que le prof, etc., tous les gens qui peuvent lire, il n'y a qu'à voir, les livres que nous publions, se vendent à 150 000 exemplaires. Non pas seulement parce qu'ils sont bon marché, et parce qu'ils sont jolis, comme le disent les comptes rendus. Ils sont aussi bon marché, jolis. Ils sont aussi bon marché, jolis, mais enfin, c'est pas la seule raison. Pourquoi? Parce que je pense que les gens ont besoin de la sociologie, et peut-être de cette sociologie-là. Pourquoi? Parce qu'elle leur donne des instruments de compréhension du monde social, enfin, pour comment ça marche, pourquoi ces choses se passent comme ça, mais aussi de compréhension d'eux-mêmes. Et c'est à ça que je voulais en venir. Je pense que la psychanalyse fait partie des choses chics. Enfin, c'était bizarre. Enfin, si on réfléchit 2 secondes, pourquoi la psychanalyse, qui est aussi déterministe que la sociologie, qui est aussi déprimante que la sociologie, qui, à la limite, réduit les histoires individuelles, vécues comme ultra singulières, à des classes d'histoire, etc. Pourquoi la psychanalyse est-elle si favorablement accueillie, y compris par les spiritualistes, notamment? Parce que je pense elle donne l'illusion de respecter le petit ego, la petite âme, la petite... Au lieu de penser collectivement en termes de peuple et de classe. Oui, alors là encore, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'on peut faire la sociologie d'une personne individuelle. On peut faire la sociologie, j'ai essayé de le faire pour Flaubert, les gens les plus extraordinaires sont justiciables de sociologie et d'explication sociologique. Heidegger, j'ai fait exprès de prendre pour objet les sujets par excellence, les grands fondateurs de philosophie, les grands fondateurs de religion. J'ai un livre sur Manet que je ne publierai jamais, peut-être, parce que je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vérifications. Si la sociologie peut faire ces choses-là pour les plus extraordinaires, elle peut le faire pour n'importe qui. Encore faut-il que les gens aient accès à l'instrument qu'elle donne. Et alors là, c'est un instrument parfois difficile. C'est vrai que raconter les choses difficile n'est pas facile, et il y a un minimum de vocabulaire technique. Alors on peut essayer de contourner, mais c'est plus long, il faut faire des périphrases, et puis c'est un peu moins rigoureux, etc. Cela dit, dans un livre de sociologie, il y a des choses extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Je pense par exemple à le livre La misère du monde, c'est un livre, j'avais parié avec mon éditeur, la sociologie fait des prédictions parfois, qu'il ferait 80 000 exemplaires. Mon éditeur qui m'aime bien avait beaucoup rigolé, avait pris le pari, et nous avons fait bien plus. Avec un livre qui fait 1000 pages et qui coûtait 150 francs. Maintenant, en livre de poche, il va repartir, grâce à la gentillesse de l'éditeur qui a bien voulu le relancer, etc. Ce livre a été lu par des gens très, très, très différents et qui ne sont pas tous dotés d'un capital culturel
très élevés, qui n'ont pas tous une licence en sociologie ou une agrégation de philosophie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a le respect de l'autre, justement? Oui, il y a ça. Il y a que les gens sentent qu'à travers la personne évoquée... Il écoute. Oui, il écoute, ils se sentent respectés. Bon, ils sentent bien que par transposition, ils se reconnaissent dans des gens qu'ils sentent reconnus. Ils disent, ah oui, si on a reconnu celui-là, bon, ça je peux te donner un témoignage, dans une soirée que nous avions faite comme ça avec des gens, une dame s'est levée et a dit, voilà, j'ai lu l'histoire de cette personne qui était fondatrice d'une entreprise féministe, et qui a été dépossédé de son entreprise par une autre personne. Bon. Et voilà, maintenant, il m'est arrivé une histoire absolument identique, et depuis que j'ai lu cette histoire, maintenant je peux le dire. Et je n'aurais jamais osé me lever pour dire ça s'il n'y avait pas eu cette histoire. Donc je pense qu'il y a ce sentiment d'être reconnu, oui, dans sa singularité. Alors là, je viens une seconde sur ce que vous avez dit sur la classe. Bon, ça, c'est très très répandu. Il y aurait à faire une sociologie des images de la sociologie. Bon, Moscovici avait fait ça il y a quelques années pour la psychanalyse. Je pense que la sociologie est victime de l'image répandue. Alors, dès qu'on pense sociologie, on pense collectif, masse, groupe, grand nombre, etc. etc. Bon. Et du même coup, on pense que la sociologie, par définition, est grossière, simpliste, simplificatrice, qu'elle va ramener tout à une moyenne. Enfin, c'était déjà dans Heidegger, le fameux texte de Heidegger sur Das Mann, le on, contenait une phrase comme ça sur la moyenne. Bon, alors, tout philosophe un peu heideggerien qui se respecte fait un topo sur la singularité et la banalité. Bon. En fait, la sociologie est un instrument qui, au prix d'un certain travail particulier, bon, peut être clinique, elle peut être un instrument de connaissance. Je pense que beaucoup de drames qui amènent des gens chez le psychanalyste pourraient être résolus. Je ne vais pas ouvrir boutique, hein, mais pourrait être traité par le sociologue. Il y a des conflits de bureau qui sont générateurs de drames personnels. Oui, vous voyez aussi les sociologues comme des experts de notre société pour calmer et apaiser les souffrances. On somatise des conflits de bureau. Enfin, ça, c'est vrai. Oui, bon, sans doute pas au Collège de France. Non, moins qu'ailleurs. Mais bon, il y a des endroits, là, dans ce livre, il y a des tas de choses que je n'ai pas osé publier parce qu'on aurait reconnu les gens que j'avais interviewés. Bon, il y a des drames incroyables dans des univers qui nous sont très très familiers. Bon. Donc, et ces drames sont personnels, impersonnels. C'est-à-dire qu'ils rejoignent toujours ce que je vis moi, va rejoindre de toutes les façons ce qu'un autre individu va vivre à côté de moi, et je l'ignore. Voilà, à condition d'être bien décrit, enfin, ce qui ne veut pas dire de manière réductrice, au contraire. Bon. Il y a dans Fragment de discours amoureux de Barthes, enfin, de très belles pages là-dessus, sur la souffrance liée au fait que cette histoire très singulière est une histoire commune. Les histoires d'amour, il n'y a rien de plus singulier, de plus commun, de plus banal. Les manières, il y a quelques très belles pages sur Je t'aime, enfin bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, etc. Bon, cette espèce de banalité contre laquelle se construit le discours littéraire, etc. Donc c'est un discours de singularité. Bon, cette banalité n'est pas banale. Bon, elle est extrêmement profonde. Et moi, depuis que j'ai fait ce livre, enfin bon, quand je suis assis en face de quelqu'un dans le métro, quand je pense tout ce qu'il a derrière la tête, des histoires magnifiques, des histoires complètes, et que sous condition d'être bien écouté, il est capable d'exprimer. Il y a des romans, hein, des drames, des choses... Bon. Et alors, que fait le sociologue en pareil cas? Bon, j'ai employé la métaphore de l'accoucheur, la métaphore socratique, et Dieu sait comme c'est un vieux pontosane philosophique, j'ai bien hésité, mais elle s'impose. Je pense qu'elle s'impose. C'est-à-dire celui qui vient dans la cité dire des choses. Oui, qui vient à la cité écouter, et qui en refait quelque chose vers les autres. Et qui accouche, qui fait sortir des choses que les gens ont en eux-mêmes sans avoir nécessairement les moyens de le dire. Bon, c'est le petit esclave, c'est pas par hasard, c'est un petit immigré, le petit esclave du Ménon, ça on prend toujours, il lui fait découvrir les propriétés de la diagonale, ou d'hypoténuse, je ne me rappelle plus très bien. Bon, il lui fait découvrir par un travail d'accouchement. Il lui dit est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, cette espèce de questions lancinantes, etc., etc. Et puis le petit esclave, on fait une espèce de travail d'anamnèse, comme dit, bon, de remémoration, de récupération, de reprise de soi. Il avait tout ça en lui, il ne le savait pas. Bon, je pense que c'est
enfin peut-être l'essentiel du travail de sociologue. Cela dit, Socrate disait « je sais que je ne sais rien », ça c'était un peu triché. Il est important de dire « je sais que je ne sais rien ». Il faut ne rien savoir, c'est ce que vous expliquez au moment des entretiens. Mais d'abord, il faut savoir qu'on ne sait rien, ce qui est déjà un savoir. Bon, et ensuite, il faut aussi avoir des instruments de compréhension pour écouter, pour comprendre. Les gens vous disent des choses. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, devant un sous-prolétaire algérien, devant un paysan béarnais, devant un patron, devant un évêque, j'ai fait des interviews de catégories très très différentes, j'avais toujours le sentiment que je n'étais pas à la hauteur, toujours. Que ces gens avaient des montagnes, par exemple, de choses techniques. Ils employaient des mots que je ne comprenais pas. Un ingénieur des mines que j'ai interrogé sur les permis de construire, bon, au bout de 3 minutes, j'étais paumé, alors que j'avais préparé. Là, il y a un inspecteur enfin, un bonhomme qui est chargé de juge d'application des peines. Bon, je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Alors, je le lui ai dit. Alors, ça a été formidable, c'était un déclic extraordinaire. Il m'a raconté des choses magnifiques. Parce que je lui avais dit que je ne le comprenais pas. Et ensuite, il a parlé autrement, et il m'a parlé de son métier, de ce qu'il faisait, de ses contradictions. Mais quand un militant du Front National vous parle, vous comprenez ce qu'il vous dit? Ça, c'est un problème. On peut comprendre pourquoi il le dit. Bon, ça, c'est un Parce que vous expliquez justement qu'il faut que l'interview, le sociologue qui vient enquêter ne doit jamais faire exprimer son propre point de vue, et y compris... C'est un très gros problème au niveau de la compréhension. Au fond, ce n'est, comment dire, ça peut peut-être surprendre, personne n'est jamais totalement affreux. Voilà. C'est-à-dire que quand on a... du travail, enfin, bon, quand on travaille pour comprendre comment les gens sont produits, d'où ils sortent, leur papa, leur maman, leur rapport. Il y a un jeune adolescent qui est interviewé qui est pathétique, et qui prend des airs comme ça de Matamor et Fens, alors qu'en fait il règle des conflits avec son papa, qui ne sont pas justiciables seulement d'une psychanalyse, qui sont justiciables d'interprétation sociologique simple. Simple, je dis simple, complexe en fait. Quand on a cette posture soumise, enfin, attentive, cette presque religieuse, je ne sais pas comment dire, on regarde des gens sérieusement, comme ils sont. Une abolition de soi. Voilà, exactement. On arrive à trouver non seulement les gens supportables, mais compréhensibles. Alors, le problème après, c'est la transcription. Parce que, bon, ça, c'est un problème qu'on a eu et qui est grave. C'est est-ce que quand je transcris ça, comment ça va être lu? Ça ne sera pas lu par des gens capables de prendre cette posture. Et alors nous avons fait, avant de publier, nous avons fait lire un certain nombre de textes qui posaient ce genre de problème à des gens non prévenus, qui n'avaient pas le métier de sociologue dans la tête, pour voir ce qu'ils entendaient, ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils ne comprenaient pas, etc., de manière à soit faire disparaître l'entretien, soit la sortir de mise en garde assez puissante, espérions-nous, pour qu'il puisse être publié malgré tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un problème très difficile que nous avons rencontré très fortement dans ce livre-là. Est-ce que certaines des personnes dont l'itinéraire figure dans La misère du monde ont accompli depuis un certain travail sur eux-mêmes ou sur leur environnement social, familial? Nous n'avons pas tous suivi, hein, mais pour un certain nombre que nous avons suivis, il est certain que c'est le... Il ne faut pas surestimer, mais ça a été le commencement d'un certain travail qui est analogue au travail psychanalytique. Enfin, c'est une banalité, la psychanalyse. Le psychanalyste met en travail l'analyser. Enfin, et je pense qu'il y a un certain nombre de cas que nous avons pu vérifier, une sorte de mise au travail, oui, des personnes interrogées qui ont continué à faire des découvertes sur eux-mêmes. Voilà. Bon, par exemple, il y a une femme professeure là, qui a été interviewée 2 fois d'ailleurs, et que l'analyse et la lecture de ce que nous avions dit, etc., a déclenché dans un processus de réflexivité. Enfin, bon, alors, et nous-mêmes, donc. Alors, la sociologie, je pense, travaille constamment le sociologue, c'est-à-dire
Alors ça, c'est une chose aussi qui m'énerve beaucoup, quand on peut supposer que je peux dire quelque chose sur les autres que je n'applique pas moi-même. Quand j'écris Homo academicus, comme si je ne savais pas que je suis à la fois sujet et objet, que donc toutes les phrases que j'écris s'appliquent à moi. Quand j'écris normalien, agrégé, sociologue, bon, je sais que je suis là-dedans et que ça détermine 80% de ce que je dis. Voilà. Donc quand vous menez un travail critique sur le Collège de France, au moment même où vous y êtes nommé. Voilà. Oui, Hasard ou nécessité? Non, c'était fait exprès, oui, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Ma leçon inaugurale, qui a été intitulée, d'ailleurs c'est pas un très joli titre, enfin, mais bon, elle a été intitulée Leçon sur la leçon, c'est un exercice très périlleux, très douloureux. Enfin, je peux faire, c'est une petite confidence vraie, mais je supportais très mal l'idée d'être consacré. Pour des tas de raisons. Ça entrait en conflit avec mon père, l'image de mon père, avec toutes sortes de choses, de ces choses contradictoires qui sont au fond de nos consciences, de nos inconscients. Et j'ai passé pratiquement une année à écrire ce texte, qui était un texte sur ce que c'est que de faire une leçon, et une leçon au Collège de France. Et au fond, il fallait que je fasse ça, sinon je ne pouvais pas faire ma leçon, c'était intenable. Bon. Et ensuite, quand j'ai eu à lire ce texte, c'est très rare de faire une analyse sociologique de la situation même dans laquelle on est. Bon, c'est une situation de schizophrène. Et c'était tellement douloureux qu'à 2 reprises, j'ai failli me lever, enfin j'ai fait un mouvement pour me lever et partir. Et je vois encore Vernon me faire des gros yeux. Parce que j'avais à dire ça devant Lévi-Strauss, Dumézil, Foucault, etc. Bon, certains dont je savais qu'ils comprenaient, et puis d'autres que j'ai respecté beaucoup, enfin, que j'admirais beaucoup. Et donc j'étais obligé de penser qu'ils devaient être choqués par ce qui est une énorme transgression, okay, sans en avoir l'air, parce qu'on trouve très bien que vous alliez sociologiser les Nambikvara, mais faire un truc, un discours de l'Académie française sur l'Académie française, ça, c'est pas demain. Bon, parce que c'est précisément toucher la croyance au cœur. Les institutions reposent sur la croyance. Bon. Alors ça, c'est aussi un des problèmes de la sociologie. Comment arriver à continuer à croire aux institutions, aux rituels, etc., et aux rituels sociaux de la sociologie, tout en ayant une assez grande lucidité sur ce qu'il en est. Alors ça, c'est un problème. Parfois c'est assez déchirant. Parfois, c'est... On change de cassette, excusez-moi. Oui, vous disiez que la croyance, c'était ce qu'il y avait de plus, finalement, concret. Oui, c'est ça. Parce qu'on a du mal à croire, nous, et à comprendre, surtout. Oui, mais ça c'est quand même la grande découverte extraordinaire de Durkheim et des Durkheimiens, d'avoir compris que alors on a beaucoup ridiculisé les idées de croyances collectives, etc. Il était de bon ton, de ricaner. Enfin, Durkheim était communément traité de totalitaire, parce qu'il parce qu'il insistait sur le fait que le collectif, les collectifs ont en eux-mêmes une espèce de force, de cohésion qui précisément réside dans la croyance. Et la science sociale n'a fait que approfondir cette intuition extraordinaire, qui était déjà très élaborée chez Mauss, etc., chez Halbach, chez tous les Durkheimiens, mais au fond, plus nous avançons dans la connaissance du monde social, plus nous voyons l'opacité, la dureté, enfin, oui, on peut dire, si on donne comme critère de la réalité le fait que ça résiste, le fait que ça ne se laisse pas transformer, le fait que ça ne peut être transformé que par un travail, que par un effort, qu'en employant des moyens de tous ordres, la croyance est de ce type. Bon, et beaucoup des grands drames modernes sont des drames autant de la croyance que de l'économie. Et je pense qu'un certain nombre de drames économiques tiennent au fait que les défenseurs de certaines visions du monde économiques sont des grands prêtres. Enfin, c'est le cas du néolibéralisme aujourd'hui, c'est le cas de tous les grands mouvements fascistes, le cas du mouvement communiste. Enfin, ce sont des mouvements sociaux qui
s'enracine dans, non pas des croyances singulières, mais dans des interconnexions, des réseaux de croyances d'une force extraordinaire. Où les mots ont une importance considérable. Bien le sûr. sociologue, c'est celui qui, qui joue à bras-le-corps avec les mots et qui essaye de dénoncer. Bien sûr. Alors là justement, le rôle des mots est absolument capital. C'est vrai que j'aime un philosophe que j'admire sans doute par-dessus tout, qui est Wittgenstein, et il a toujours mis en garde, il disait la fonction de la philosophie, c'est de dissiper les illusions. Et alors, à commencer par les illusions que produisent les philosophes. Et ces illusions sont presque toujours déposées dans des mots, des adjectifs, par exemple pour les illusions esthétiques. Il montrait, ça a été confirmé, que notre esthétique consiste, et c'est l'esthétique la plus raffinée, enfin peut-être amenée à un certain nombre de couples, d'oppositions d'adjectifs. Les couples d'opposition, enfin, les dualismes, enfin, toutes ces choses que l'on découvre, dont on découvre le fonctionnement dans les sociétés archaïques, enfin, que Lévi-Strauss, après Durkheim a magnifiquement analysé. Bon, toutes ces choses-là sont chez nous. Nous avons tous les jours de la magie, enfin, on ne parlerait plus comme ça, mais la pensée primitive, elle est tous les matins dans Le Monde, dans Libération, sous forme de mots qui passent inaperçus. Flexibilité, ça renvoie à souplesse, la souplesse du côté du féminin, du soumis, du domestique, du domestiqué, etc. Le raide, le rigide, le droit, c'est le côté du masculin. Bon, j'ai dit tout à l'heure l'opposition entre hard et soft. Bon, chômeur ou sans emploi. Oui, chômeur sans emploi. Bon, alors, je pense que hard et soft, c'est un très bel exemple. C'est une américaine qui a fait un très beau travail là-dessus, et qui montre que c'est une opposition masculin-féminin qui se retraduit, alors qu'on a vérifié statistiquement. Toutes les disciplines, plus une discipline est dure, plus le taux de garçons est grand. Ainsi de suite. Les philosophes durs pour garçons, les philosophes soft pour filles, etc. Alors toutes ces choses, si on a tellement de peine à les découvrir, c'est qu'elles passent inaperçues à travers des banalités. On ne dit pas Leibniz c'est masculin et Nietzsche c'est féminin, mais ça passe à travers des choses subtiles du genre esthétique. L'esthétique c'est plutôt féminin. Dans la division du travail, les femmes sont occupées de l'intérieur, elles s'occupent de leur propre esthétique, de l'esthétique du ménage, de l'équipe, etc. Bon. Bref, toute une foule de médiations inaperçues font que des choses très très importantes passent inaperçues et s'insinuent. Et alors, la force des grands messages puissants, souvent destructeurs, c'est précisément leur insignifiance, leur puissance. Comme vous disiez, M. Tittmeyer, j'ai fait une espèce d'exercice rigolo, les gens ont beaucoup ri, moi aussi d'ailleurs. Donc je dis ça parce que c'est important, souvent on lit au tragique des choses que j'ai écrites en rigolant. Hein. Bon, ça c'est embêtant, ce qui prouve les intellectuels ne sont pas si rigolos qu'ils le croient. Mais c'est-à-dire qu'ils vous prennent pour un pape, alors ils n'osent pas rire. C'est ça, enfin... Oui, ceci dit, l'utilisation des termes employés par M. Tittmeyer nous fait plutôt rire jaune, parce qu'il s'agit de notre avenir et de notre appartenance au monde. Je serais prêt à parier que vous donnez ce texte à lire à un lecteur du Monde, et ça passe inaperçu. C'est banal. D'ailleurs, j'ai reçu de M. Tittmeyer ses œuvres complètes, qui consistent essentiellement en discours de circonstances, etc., dont il est sans doute très fier. C'est de la bonne morale des familles, c'est du Guizot, quoi. C'est enrichissez-vous, épargnez, etc. Le problème, c'est que les mots, ils sont devenus la propriété de nos décideurs économiques, politiques, intellectuels, et puis du coup, nous en sommes possédés, nous qui n'appartenons pas à ce Cénacle. Absolument. Et je pense qu'alors là, il y a des effets de chic. C'est-à-dire que si on veut être dans le vent, ne pas être ringard, parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites des choses comme celles que je suis en train de dire, bon, il faut une certaine autorité. Je disais tout à l'heure que j'ose dire parce que j'ai une certaine autorité qui fait qu'on ne peut pas m'envoyer quand même complètement. On dit bien stalinien, goulag, etc., mais on n'ose pas dire complètement... Jdanovisme, etc. On n'ose pas dire stupide, etc. Parce que, tout de même, on le dit bien entre les lignes, c'est une manière de dire ça. Il faut une certaine autorité pour aller contre ce que nous, dans notre jargon, nous appelons une doxa, parce que c'est plus qu'une croyance, c'est une croyance qui s'ignore comme telle. C'est
Une croyance suppose la possibilité de ne pas croire. Mais il y a des espèces de croyances tellement fondamentales que la possibilité de croire autrement n'existe même pas. Bon, c'est ce que nous appelons doxa. C'est un mot technique. Ces croyances profondes, dont font partie les croyances économiques les plus fondamentales, les théories de l'individu, la théorie du marché, etc. Ces croyances fondamentales reposent tiennent leur force de la croyance collective des docteurs. Les anciens au Moyen-Âge disaient, pour fonder la scolastique, enfin pour fonder la théologie, ils disaient c'est la communis doctorum opinio, l'opinion commune des docteurs. Et on nous fait le coup d'opinion commune des docteurs à longueur de temps. Les économistes ont dit, le plus grand économiste de France, qui a fait un cours d'économie banal pour Sciences Po, on nous assène sans arrêt l'argument d'autorité fondé sur une espèce de collectif invisible qui est la science internationale de l'économie. Et c'est relayé ensuite par des gens qui savent très peu, de moins en moins d'économie. Les journalistes qui ne résisteraient pas en général à un examen de première année d'économie un peu sérieux, et ainsi de suite. Et ça finit dans la tête des chômeurs, des exclus, enfin exclus c'est un mot que je n'emploie pas, c'est un mot très dangereux, des précaires, parce qu'il y a il exclut lui-même celui qui est défini ainsi. Voilà. Mais c'est un mot qui doit son succès au fait qu'il est connoté. En fait, je pense que si les dominés aujourd'hui, éprouvent une forme particulière de souffrance, qui se voit bien dans tous les entretiens que nous avons faits, c'est que ils ont le sentiment que leur condamnation par le marché, le fait qu'il n'y ait pas de travail, etc., est justifiée. Et alors il y a des diafoirus de l'économie qui leur disent « mais oui, c'est comme ça, il faut faire des plans sociaux ». Etc. Et puis, il y a le système scolaire. Alors c'est là que mes travaux sur le système scolaire rejoignent ce que je dis actuellement. Il y a le système scolaire qui est là pour certifier les compétents comme compétents et les incompétents comme incompétents. Ça, je pense, être pauvre, ça n'a jamais été très heureux, ça n'a jamais été sauver sa fierté quand on est pauvre. Bon, c'est jamais facile. J'ai entendu dans mon enfance, ah oui, pauvre mais honnête. Alors on dit, bon, quand on a que ça, il vous reste l'honnêteté. On se fait un moral comme on peut. Bon. Et les Américains parlaient de deserving poor, enfin les pauvres, sans S, les pauvres méritants. Bon. C'était les bons pauvres. Les bons pauvres qui méritaient la charité. Aujourd'hui, l'opposition bon pauvre, mauvais pauvre a disparu. Il ne reste plus que les pauvres tout court, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les capacités pour servir l'entreprise économique, et qui se sentent stigmatisés dans leur personne, dans leur intelligence. Bon, j'ai parlé une fois, ça avait beaucoup choqué, dans un colloque sur le racisme, de racisme de l'intelligence. Alors ça jetait un froid, parce que tout le monde aime communier dans la détestation du racisme, tout le monde est tellement d'accord, donc ça ne peut apporter que des profits symboliques. Moi j'aime pas les causes gagnées d'avance, bon ça c'est comme ça. Donc j'avais dit, il y a un racisme qui est là, parmi nous, qui dénonçons si volontiers le racisme, c'est le racisme de l'intelligence. C'est-à-dire le racisme qui consiste à croire qu'il y a des cons et des gens intelligents, et que les cons sont cons par nature, les intelligents par nature. Bon, que c'est écrit dans les gènes. Alors, souvent, les biologistes, par exemple, croiraient volontiers ça. Ah oui, souvent. Il y a des débats sur nature et culture, etc. Bon, et traquer l'illusion du don, c'était une première chose que j'ai faite quand je suis entré en sociologie, si je puis dire, c'était de dire, bon, les dons, ça n'existe pas, c'est toujours lié à des facteurs sociaux. Bon, c'est extrêmement important, parce que c'est la base, aujourd'hui, de la justification. Vous voyez, j'hésite parce que je censure des mots. Je voulais dire sociodicée, je ne l'ai pas dit, c'est la base de la justification que la société se donne elle-même. C'est une société qui marche à la compétence, alors socialement définie,
Et pas seulement techniquement, elle marche aussi politiquement. La compétence est à la fois un instrument de production, on ne peut pas nier ça, mais aussi un instrument de légitimation, de justification des différences hiérarchiques, etc. Voilà. Or, bon... On vous proposerait de rentrer au gouvernement parce que vous êtes un expert de la société. Imaginons. Personne n'y pense. Vous accepteriez? Non, d'abord, parce que c'est ça aussi une de vos contradictions. C'est un faux problème. Doublement, parce que d'une part, personne n'y pense, et qu'à coup sûr, je refuserai. Alors on peut dire qu'on n'y pense pas parce que je refuserai, mais c'est pas vrai. Mais vous qui êtes un penseur, vous qui enregistrez le réel pour mieux le disséquer et nous le faire comprendre, à nous tous citoyens, est-ce que finalement, tout ce savoir que vous avez accumulé au fil des ans, est-ce qu'il n'est pas inopérant? Qu'est-ce que vous en faites? Non, alors justement, c'est un problème que je me pose depuis très, très longtemps, parce que j'ai toujours été, toute ma vie... Bon, je ne pouvais pas être sur des problèmes académiques. Enfin, j'étais sur la guerre d'Algérie, par la guerre d'Algérie, sur les problèmes étudiants juste avant 68, enfin, bon, et pas du tout par... j'ai fait aussi du scoop. Enfin, en général, mes livres étaient publiés bien après la bataille, parce que ça prend du temps. J'ai pas ramassé les billes. Bon. Comme les gens pensent sur 68, c'est très drôle, je m'amuse toujours à dire ça. Il y a des gens qui... C'était même pas fini, ils avaient déjà... Oui, vous êtes assez méchant sur 68. C'est vrai, ils avaient déjà des livres sous presse. Bon. Donc, moi, j'ai publié... Ça va recommencer, là, on y est. Hein, la commémoration. Bon. Donc, c'était pas dans... Je pense que c'était pas du tout dans une recherche des profits symboliques, mais parce que je pense que d'abord les problèmes brûlants sont intéressants. Les situations de crise sont très révélatrices. On voit plus... par exemple, 68, moi, m'a rapporté beaucoup. J'étais très préoccupé par les problèmes symboliques, par les problèmes de... la dimension symbolique de l'action humaine. Enfin, ce que j'ai dit un peu, les Durkheimiens, etc. Ce qui, précisément, manque le plus au marxisme. Le fait que les rapports sociaux sont des rapports de communication et que les rapports de pouvoir eux-mêmes passent par la communication, d'où l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour la télévision. Bon, j'étais intéressé par ça, et 68 était une sorte de situation expérimentale, c'est-à-dire c'était une révolution symbolique, en grande partie, comme avait été 1848, qui était en même temps une révolution ratée, mais réussie sous le rapport symbolique. Bon, ça a chahuté les manières de penser, les manières de voir. Bon, ça a touché aux lunettes, voilà, aux instruments avec lesquels nous voyons. Voilà. Bon, j'ai perdu mon fil. C'était pour savoir si vous avez l'impression de crier dans le désert. Voilà. Alors, donc j'ai toujours essayé d'être sur des choses brûlantes, enfin et puis là... la grève de décembre. La grève de décembre, etc. Je pense maintenant qu'il faut intervenir... mais pas évidemment n'importe comment. C'est là que j'introduis la définition de l'intellectuel qui a été élaborée par Christophe Charles dans un très très beau livre que la plupart des gens qui parlent d'intellectuel n'ont pas lu, mais qui est très très important, La naissance de l'intellectuel, où il montre que l'intellectuel est un personnage, Zola, qui, ayant accumulé beaucoup de prestige en tant qu'écrivain, etc., sort du monde intellectuel pour aller dans le monde politique, apporter dans le monde politique des valeurs qui ont cours dans le monde intellectuel. Le monde intellectuel, la vérité, au moins en principe, hélas, en principe, il est allé dire dans le monde politique, je viens défendre les valeurs de vérité. Bon, ça c'est une définition, je crois, assez stricte de l'intellectuel. Alors moi, je suis un intellectuel lorsque, ayant travaillé sur le système d'enseignement, ayant travaillé sur la télévision, toute autre chose, je vais sur la place publique, enfin, ça peut être à la télévision, ça peut être à la gare de Lyon, ça peut être, je ne sais pas où, ou lorsque j'écris un texte, pour intervenir, mais pas en homme politique. J'interviens avec ma compétence qui peut impliquer des jugements de valeur. Ça, c'est un nouveau pas. Un nouveau pas. C'est un nouveau pas. Et par exemple, alors, la petite maison d'édition que nous avons fondée, qui publie ses livres, cette série de livres sur la télévision, sur le système d'enseignement. Nous avons fait un livre sur le système d'enseignement qui est une illustration de ce que je dis. Ce livre est le produit d'un collectif, d'une association qui s'appelle La Réserve. Il y a là-dedans 300 à 400 oui, car vous n'êtes pas du tout un homme seul, Pierre Bourdieu, depuis le début. Vous travaillez en collectif, exactement, en équipe. D'ailleurs, ça, oui, ça c'est très important, parce que chaque chose que je dis, d'ailleurs c'est ce qui me donne le courage de dire aussi, c'est que je ne suis pas seul, et chaque chose que je dis est étayée
portée par le travail de beaucoup de gens, auxquels d'ailleurs, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est comme les metteurs en scène ont cette magnifique chose qui est le générique. Et ils peuvent rendre justice tout en se rendant justice. Enfin, bon, le metteur en scène, c'est ce qu'il fait. En sociologie, on aurait besoin de quelque chose d'analogue. Il y a des tas de rôles différents. Bon, bref, c'était une parenthèse, mais importante. Bon. Donc, on peut intervenir sur le terrain politique pour dire des choses avec une certaine autorité et une certaine efficacité. Mais encore faut-il être entendu, et là on retrouve, là je suis obligé, c'est une des raisons de mon énervement contre les intellectuels, des gens qui en général savent très peu sur le monde intellectuel, sur eux-mêmes, mais encore moins sur le monde social. Bon, je pourrais prendre n'importe quel problème du voile, par exemple. Bon, 5 ou 6 intellectuels sont précipités, qui ne savent rien. Bon, j'ai mon ami Sayad qui a travaillé toute sa vie sur l'immigration, etc., qui vient de mourir, c'est pour ça que je pense à lui. Bon, il n'a pas ouvert la bouche sur le problème du voile, parce que, bon, enfin bref, ça aurait été tellement compliqué. Il y a des façons de porter le voile qui veulent dire exactement le contraire de ce qu'on croit boulevard Saint-Germain, oui, bon, etc. L'Algérie. Oui, voilà, il y a des problèmes qui sont tellement compliqués que parfois, alors c'est aussi une des limites qui est beaucoup plus grave que la limite éthique, on n'a pas d'autre choix que de se taire, parce que les conditions de la prise de parole ne sont pas remplies. Voilà, alors donc avec ces petites le livre collectif sur l'éducation, on s'est réunis pendant des mois et des mois, et le noyau central était composé de très bons historiens comme Charles, de très bons sociologues comme Baudelot, de très bons politologues comme Lacroix, etc., pour tout un tas de gens qui ont accumulé leurs compétences, leur savoir, pour faire un livre très engagé, qui est un programme. C'est un défi à M. Allaire, qui n'a pas répondu, ça est bien gardé. Ça, c'est pas la première fois qu'on vous demande des rapports pour l'enseignement et qui sont toujours enterrés. Oui, mais là, c'est pas un rapport. Oui, c'est une prise de position. Voilà, exactement. Le rapport, j'ai donné, je l'ai fait ex officio, en tant que prof du collège, on m'avait demandé de le faire. Bon, et j'ai toujours été blousé. Hein. On se sert des rapports, en tout cas les miens, comme instrument de légitimation, et pas du tout comme instrument de politique et d'action. Bon. Donc là, je voulais pas recommencer. J'espérais, en faisant un livre collectif, etc. Bon, mais ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché non plus parce que, bon, on a un ministre un peu fermé, pas très ouvert aux idées. Bon, enfin bref, Vous allez recommencer. On va recommencer. Donc il y a une volonté d'intervenir, mais en armes scientifiques. On ne laisse pas les armes scientifiques au vestiaire. Zola n'a pas laissé, il a écrit. Hein, J'accuse, c'est un beau texte. Bon, il a écrit avec sa morale, ses valeurs, etc. Donc c'est pareil, il faudrait intervenir. Et voilà. Alors on essaie de faire ça. On a créé un groupe qui s'appelle Raison d'agir, où il y a des gens de toutes les générations, il y a des gens de 20 ans, il y a des, on va faire des tas de petits bouquins, j'espère qu'ils marcheront. Jusqu'à présent, ça a marché. Voilà. Dans les motifs d'accusation, lesquels vous paraissent les plus graves? D'accusation de quoi? Si on reprend le modèle de J'accuse, vous accusez quel corps de la société de faire le plus obstacle à notre bonheur de vivre? Alors là, c'est difficile. Si je réponds en tant que sociologue, bon, je dois écarter la question. Bon, je dois dire, bon, c'est un réseau, c'est un système de relations très complexe, c'est un pas grand sens d'isoler un responsable. Enfin, ça, je pense, c'est une erreur que je reproche tout le temps aux historiens, comment dire, de participer à la recherche des responsables. Bon, oui, mais en même temps, il y a des corps. Oui, alors, producteurs de certaines paroles. Il est vrai, cette réserve est en fait qu'il faut faire, parce qu'elle est importante. Bon, sinon, ça redonne des dénonciations. Oui, puis ça fait vengeance. Mise à l'index, etc., des choses ad hominem. Bon, c'est pas sérieux. Cette réserve est en fait, il est vrai que les gens sont plus ou moins responsables. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grands corps de l'État, et en particulier ceux qui sont produits par l'ENA, ont une énorme responsabilité. La main droite et la main gauche de l'État. La main droite et la main gauche de l'État. Je pense que la main droite a une énorme responsabilité, et alors elle est transpolitique. Elle est au-delà de l'opposition droite-gauche. C'est une chose que finalement tout le monde sait. Moi, je la dis et je la répète depuis très longtemps. Mais maintenant, malheureusement, les Français ont compris. Donc, il ne suffit pas de changer de camp pour se débarrasser des énarques. Bon,
et plus que des énarques, pour se débarrasser de la pensée énarchique, enfin, de ce mode de pensée hautain, arrogant, bureaucratique, lointain, à la fois responsable et irresponsable, enfin, parce que une des choses les plus graves de ces institutions, c'est qu'elles donnent une énorme autorité à des adolescents couverts de titres scolaires et dotés de très peu d'expérience, qui, soutenus par la cohésion du corps, osent risquer des choses sans prendre aucun risque. Enfin, c'est-à-dire une part des erreurs... Mais nous gouvernent. Oui, nous gouvernent. Une part des erreurs, là on pourrait prendre des exemples, depuis le sang contaminé, etc. Une part des erreurs graves, enfin, qui ont été commises par les responsables, sans parler des grandes affaires bancaires, tiennent au fait que les gens jouent à l'entreprise privée dans les conditions du public, sans avoir vraiment les risques. Bon. Donc il y aurait beaucoup à dire, et là évidemment je pense que la responsabilité, si on cherche la responsabilité, n'est pas aléatoirement distribuée. Bon, et donc il y aurait comment dire, il y aurait à mettre en cause des mécanismes de reproduction sociale, par exemple, des choses que nous proposons. Enfin, la coupure française, qui n'existe qu'en France, enfin, entre les grandes écoles productrices des grands corps et les facultés, cette espèce de dichotomie qui est terriblement funeste, parce qu'elle permet aux dominants actuels de rester conservateurs en matière de ne pas changer le système scolaire, puisque l'essentiel est sauvé. Une fois que les normaliens, les polytechniciens et les énarques sont sauvés, le reste peut crever. Et ça explique le délabrement dans lequel est l'enseignement supérieur normal. Et d'autre part, ce dualisme est mauvais aussi dans la mesure où les privilégiés reçoivent un enseignement très archaïque, paradoxalement. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent, peut-être surtout dans les sciences, on a ce paradoxe, c'est tout à fait étonnant, c'est que les meilleurs professeurs de sciences enseignent dans les facs aux plus mauvais élèves, et les professeurs les plus médiocres enseignent dans les taupes aux meilleurs élèves. Bon, alors on a une espèce de chiasme très étrange, bon, et les programmes sont à l'avenant. Les programmes dans les différentes disciplines sont en général très archaïques, et on le sait, et ça se dit en petit comité. Bon, mais comme ce sont des programmes qui garantissent le succès, il faudrait personne ne dit rien et ça personne continue. ne dit rien. Voilà, et c'est ratifié perpétuellement. Alors, bon, on va compléter ensuite par des études au MIT quand on peut se les payer. Bon, et ce qui crée de nouveau une nouvelle différence sociale. Voilà. Alors, donc, il y aurait beaucoup à dire. Et l'un des problèmes étant de savoir comment faire entendre tout ça. Et à qui, et par quelle voie, par quels moyens. C'est en soi très difficile. C'est très difficile parce que ce que nous avons à dire est compliqué. Par exemple, là, tout en parlant, je souffre tout le temps. Parce que je me dis, bon, c'est beaucoup trop simple. Pas assez démontré. C'est beaucoup trop simple, tout ça, c'est asséné, c'est matraqué, c'est pas possible, on parle pas comme ça. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu asséné, un petit peu terroriste. À chacune de mes phrases, je voudrais ajouter 15 corrections. Bon. Mais bon, c'est quand même mieux que rien. Non, mais si vous parlez comme ça, c'est parce que vous avez eu une argumentation en amont et une équipe qui avait. Oui, bien sûr, mais en fait, ça n'autorise pas complètement. Donc, un des gros problèmes, c'est ça. C'est comment arriver... Un intellectuel ne doit pas être dans l'ordre du jugement. Mais en même temps, il ne peut pas sans arrêt être dans le constat. Non, c'est évident que le pur constat, d'ailleurs, il y a des constats qui sont des jugements. Hein. Quand vous dites c'est faux, c'est un constat. C'est aussi un jugement terrible. Bon. Donc il y a des cas où nous entendons, par exemple, c'est vrai que pour nous, c'est très difficile d'entrer dans beaucoup de débats. Moi, je passe mon temps à refuser des débats. Alors, on perçoit ça comme aristocratique, mais je ne sais pas quelle métaphore employer. C'est comme Paris Saint-Germain qui irait jouer contre l'équipe 4e de Béthune. Bon, vous savez, les petites équipes, quelquefois, elles gagnent. C'est pour ça. C'est pas parce que le PSG récupère son flambeau. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'hésitais devant la métaphore. Mais enfin, je veux dire, les conditions d'une discussion souvent sont même pas remplies, parce que les problèmes sont posés de telle manière que il faudrait commencer par reformuler le problème, et que la personne considérée ne comprendrait même pas la reformulation. Enfin bref, non, c'est une grosse difficulté. En même temps, on vous sent plutôt optimiste, même si vous diagnostiquez sans arrêt un réel qui va mal à tous les niveaux. Et si vous êtes un enregistreur des souffrances de la manière la plus
la plus proche des gens. On a l'impression, notamment dans Contre-feu, d'ailleurs c'est pas un hasard si ce titre vient consacrer une recherche collective, que finalement les choses vont peut-être changer, les gens sont à l'écoute, les gens ont envie de dialogue, les gens ont envie que ça change. Oui, enfin ce qui me paraît évident, enfin, c'est qu'on ne peut pas continuer cette politique de la surdité, de la sourde oreille. Voilà. Je pense que d'ailleurs un des facteurs de cette surdité, ce sont les sondages. Je pense qu'ils sont une catastrophe. C'est une chose qui permet aux gouvernants d'avoir l'illusion de conder l'opinion, de sonder l'opinion, de tâter le pouls de l'opinion, comme ils disent. Bon. Alors que un sondage n'a jamais prévu une crise. Les sondages, la misère du monde, c'est une sorte d'anti-sondage qui a rendu fous les marchands de sondages. Pour 1000 raisons, qui seraient trop longues d'expliquer. Les sondages ratifient des opinions reçues. La réponse est dans la question posée. On ne leur pose que des questions que se posent les politiques, qui ne sont pas les vraies questions que se posent les gens que les politiques sont censés gouverner, etc. etc. Bon, il y a 1000 raisons qui font que ça ne marche pas. Donc les sondages donnent à ces gens l'illusion que ça marche, que tout est sous contrôle. Bon. Et en fait, ça ne leur permet que des petites ruses, des petites combines. C'est-à-dire c'est un instrument de démagogie rationnelle. Dans l'Antiquité grecque, Démosthène passait son temps à dénoncer les démagogues, dire aujourd'hui, l'instrument du démagogue, c'est le sondage qui permet de faire des petites astuces prudentes. Enfin, notre gouvernement actuel est très comme ça. Des petites ruses avec des grands problèmes. À des grands problèmes, on répond par des petites ruses, des petites combines, des petites manipulations. Et lorsqu'il y a des gens qui cherchent à ramener les grands problèmes, on les déconsidère, on dit qu'ils sont irresponsables. Bon, j'ai été accusé plusieurs fois d'être irresponsable par des responsables que je trouve très irresponsables. Bon, je pense qu'ils d'abord trahissent leurs promesses, par exemple sur les sans-papiers, sur un certain nombre de choses comme ça. Et je pense par conséquent que aujourd'hui, cette surdité ne peut plus payer. Voilà. Ne peut plus payer. Je pense que il y a une masse très importante de gens, de précaires. Bon, la société française est en état de précarité avancée. On se demande qui n'est pas précaire. Bon, donc qui sont instables dans leur position. Alors la précarité, dans les métiers par exemple de production culturelle, c'est une censure. Beaucoup de gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de se faire foutre dehors. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne bouillonne pas, qu'ils n'ont pas des choses à dire. Et je crois que cette pulsion ne pourra pas être étouffée éternellement. Je crois qu'il va falloir entendre, et entendre pour poser les problèmes où ils se posent. Par exemple, sur l'Europe, aujourd'hui, on a eu un débat qui est passé comme ça sur l'AMI, qui est passé très vite. Grâce à Dieu, les cinéastes s'en sont mêlés. Bon, alors le gouvernement a un tout petit peu reculé, mais il recommence à négocier sous un autre nom, etc. Or, ce sont des choses d'une importance extrême, enfin, qui peuvent changer la vie des gens les plus éloignés de la politique, etc. Bon. Alors, toutes ces choses-là, on ne peut plus penser qu'elles vont être abandonnées éternellement à des énarques, à des experts, à des pseudo-experts qui règlent ces choses dans leur petite combine d'appareils. Voilà. C'est plus possible, je pense. Et donc il faut que les gens prennent la parole. Alors bon, il y a les spécialistes, mais il y a des tas de gens, il y a les associations. Et ce qu'on pourrait au moins demander, je pense, des responsables, c'est qu'ils respectent ces gens-là. Parce que moi, je peux vous dire, quand je m'interromps pour aller à la gare de Lyon ou pour écrire un texte, il y en a un qui va apparaître dans Le Monde demain, je le fais la mort dans l'âme. Enfin, j'aimerais mieux ne pas avoir à le faire, je peux vous dire. Je serais bien plus heureux de continuer. J'étais en train d'écrire sur domination et amour, il faut que je fasse un topo sur l'AMI, la Sécu, etc., etc. J'aimerais mieux continuer. Bon, je trouve qu'il devrait au moins respecter. C'est la même chose pour les associations de chômeurs. Ces gens, moi je les ai vus de près, ou les associations de sans-logis, etc., sont des gens formidables. Que tous ces apparatchiks portés au pouvoir par ces gens pourraient au moins respecter. Alors ça, vraiment, ça, je le dis.
Merci Pierre Bourdieu. On avait dit qu'on ferait du faux direct. Il faut s'arrêter. Moi, je suis un peu frustrée parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, quand vous le souhaiterez, on pourra continuer cette discussion. Une dernière question très personnelle. C'est vrai que vous aviez très envie de devenir chef d'orchestre? C'est vrai. C'est vrai. C'est une grande frustration de ma vie. Merci.